que je vais vous parler aujourd'hui, je pense que c'est un bon exemple puis qui pourrait peut-être servir aussi à d'autres systèmes. Donc, on va parler du puceron du soya. Le puceron, c'est une espèce exotique envahissante. Donc, elle est arrivée au début des années 2000. Ça a été vraiment là, la bombe qui est arrivée finalement dans les grandes cultures en Amérique du Nord. Pourquoi la bombe? Surtout parce que la culture du soya, c'était pas une culture qui, auparavant, on utilisait des insecticides. Donc, moins de 1%, 0,1% même des cultures étaient traitées avec des insecticides avant l'arrivée du puceron du soya. Et depuis son arrivée, juste 10 ans après son arrivée, on avait une augmentation de 130 fois l'utilisation des insecticides. Donc, vous comprenez que ça a été vraiment énorme comme augmentation de l'utilisation des insecticides. Et puis, j'ai pas les chiffres exacts, mais vous le savez tous, la superficie en soya, elle est énorme aux États-Unis, au Canada, au Québec. Donc, ça a vraiment un impact aussi très grand en termes de superficie et de quantité sur le territoire là, de pesticides qui est appliqué. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler beaucoup de la situation au Québec, évidemment, là, parce que je pense que c'est ça le but de voir qu'est-ce qu'on a fait de bien au Québec. Puis je vais essayer de faire un peu des parallèles aussi avec ce qui s'est fait aux États-Unis, parce que c'est intéressant. On a 20 ans d'histoire, puis on a quand même des trajectoires très différentes entre ce qui s'est fait aux États-Unis puis ce qui s'est fait au Québec. Puis je pense qu'on peut essayer de voir des côtés positifs là, de notre stratégie, qu'est-ce qu'on a mis en place. Rapidement, le cycle de vie du puceron du soya, là, juste pour bien comprendre le système, bien, la partie qui nous intéresse le plus, c'est la partie qui va se passer en été. C'est la partie où est-ce que ça va affecter les cultures de soya. C'est là où le puceron va vraiment exploser en termes de population. Il va avoir génération de plusieurs générations, donc jusqu'à une vingtaine de générations par été. Il va faire de la parthénogénèse, donc c'est pour ça que ça va très rapidement. Mais c'est vraiment son hôte primaire, qui est le nerf brun, qui va vraiment utiliser pour passer l'hiver, pour faire sa reproduction sexuée. Et ça, c'est vraiment l'élément en Amérique du Nord qui a permis finalement l'établissement de l'espèce. Parce que s'il n'y avait pas le nerf brun antarctique, qui est aussi une espèce exotique envahissante, l'espèce n'aurait jamais pu s'établir finalement en Amérique du Nord. Donc, ça a vraiment joué un rôle important là, dans son établissement ici. On ne sait pas trop exactement quelle est la proportion d'individus qui, quand elle arrive au Québec, est-ce que c'est des proportions d'individus qui arrivent de migration des États-Unis, parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de survie hivernale sur le nerf brun. On a du nerf brun aussi au Québec, mais c'est sûrement un mélange là, des deux. Donc, on a peut-être une faible proportion qui va survivre à l'hiver, mais une grande migration aussi des populations des États-Unis. Puis ça, on va en reparler parce que ça peut être problématique pour nous. Les dommages économiques, je vais passer rapidement, mais vous le savez, ça peut causer, c'est un insecte ravageur, donc ça peut causer des baisses de croissance, diminution du nombre de gousses, de grains, pour mener à des pertes de rendement. Mais c'est vraiment quand on est à des densités très élevées là, de pucerons qu'on va vraiment observer des pertes de rendement. Puis surtout lorsqu'on est à des stades de développement critiques au niveau du soya. Donc, c'est vraiment le stade là, de floraison qui va être le moment le plus critique où il va pouvoir causer des dommages. Donc, s'il arrive après ça, les gousses sont formées, l'impact est beaucoup moins grand. Puis ce qu'on remarque au Québec, c'est que nous, on a des populations de pucerons qui vont avoir des pics de densité beaucoup plus tard en saison qu'aux États-Unis, par exemple. Et c'est ce qui explique peut-être un peu notre chance, je vais dire, de pouvoir laisser aller un petit peu les populations puis de pas intervenir là, à tout moment. Il y a des transmissions de virus aussi qui sont impliquées, mais ça, on pourra en reparler. Je vais présenter un peu le portrait de qu'est-ce qui s'est fait à travers les grandes étapes de la lutte intégrée. Les définitions de lutte intégrée puis les étapes qu'on va utiliser vont varier là, selon chacun des auteurs. Marie-Ève nous en a présenté une. Ici, je vous en présente une autre. Mais bref, vous les connaissez. Grosso modo, c'est la même chose. Il faut savoir c'est quoi la connaissance là, par rapport à notre espèce ravageur, les ennemis naturels qui sont associés. C'est quoi les outils de dépistage, comment on va le dépister, les seuils d'intervention qu'on va utiliser, la boîte à outils, qu'est-ce qu'on a comme outil de lutte pour le producteur, donc qu'est-ce qu'on peut proposer, et aussi beaucoup le retour sur l'efficacité de ces outils-là. J'ajoute le transfert. Je pense que le transfert n'est pas une boîte en soi. Je pense que le transfert est une étape importante pour toutes ces boîtes-là qui doit vraiment faire une boucle là, pour bien informer les producteurs pour pouvoir faire un travail intéressant pour la stratégie de lutte intégrée.
Donc, on est en 2002. C'est en 2002 qu'on a vu la première fois le puceron du soya au Québec. C'est dans l'équipe de Jacques que ça avait commencé. On avait l'étudiante Marie-Pierre Mignot qui avait commencé. Et là, c'était vraiment l'idée de dresser le portrait de qu'est-ce qui se passe au Québec. On venait de le voir aux États-Unis. On voulait savoir ce qui se passait dans notre province. Et on s'est rendu compte très rapidement que le puceron s'était vraiment établi partout dans toutes les régions administratives du Québec. Donc, le puceron était présent. Et là, ce qu'on voulait voir, c'est quels sont les ennemis naturels, c'est quoi qu'il y a comme organisme qui pourrait le contrôler. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment eu une évolution, une progression des espèces qu'on a pu recenser. Au début, lorsque Marie-Pierre était dans les champs de soya, ce qu'elle voyait surtout, c'était les coccinelles. C'était vraiment les organismes qui ont répondu en premier, qui sont venus s'alimenter sur le puceron du soya. Et après ça, tranquillement, pas vite, on a vu d'autres organismes s'implanter. On a eu le parasitoïde Aphelinus certus. On a essayé d'en introduire. Il y a eu beaucoup d'efforts de recherche qui ont été faits par Jacques, mais aussi des collègues aux États-Unis pour introduire d'autres organismes qui venaient d'Asie et qui pourraient peut-être contrôler les populations du puceron. Certains se sont moins bien établis que d'autres, mais c'est plus le premier que je vous ai mentionné, Aphelinus, qui a joué un rôle. Et en 2010, on a eu l'apparition des champignons, à peu près 2010, là, mais les champignons entomopathogènes qui ont causé quand même des contrôles très importants. Et on avait des épizooties qui pouvaient, là, du jour au lendemain, abaisser les populations du puceron presque à zéro. Et ça, c'était quand même quelque chose de particulier au Québec. Nos voisins des États-Unis, certains le voyaient, mais nos voisins ontariens ne le voyaient pas. Donc, peut-être un effet de climat ou peut-être notre situation, notre biodiversité qui faisait en sorte qu'on avait finalement toute cette gamme d'ennemis naturels. On a remarqué que c'est pas qu'un ennemi naturel qui fonctionnait mieux, mais c'était bien l'ensemble de ces ennemis naturels-là. Donc, cette diversité fonctionnelle-là permettait finalement un très bon contrôle. Puis, dans mes travaux à l'époque, on avait démontré que même s'il y avait beaucoup d'interactions qui pourraient être perçues comme négatives, donc de la prédation intra-guilde, ces interactions-là étaient plus en début de saison lorsque les populations étaient plus faibles, mais qu'en fin de saison, les prédateurs, les parasitoïdes pouvaient faire leur travail de lutte biologique. Je m'amuse à mettre une petite photo parce que j'aime beaucoup revenir sur les photos du passé, mais on avait une très belle équipe aussi. Là. Ça, c'est le labo de Jacques. Je pense qu'on est en 2004 ou 2005. Il y a eu vraiment beaucoup de gens formés là, au niveau de la recherche avec le puceron du soya. Donc, on avait Jacques, on avait aussi Michel Roy, que sûrement certains connaissent, qui a été une des premières là, au MAPAC là, à vraiment faire du transfert au niveau du puceron du soya. Il y a eu l'effet du paysage aussi qui a été beaucoup étudié, puis je pense qu'il a été quand même importante au Québec, donc avec l'équipe d'Éric Lucas, de Geneviève Labrie, puis aussi Julie-Éléonore Maison-Haute, qui démontraient, eux, l'importance de la diversification des cultures, le fait que plus on a des cultures diversifiées, plus on va avoir une diversité d'ennemis naturels et donc un contrôle biologique important, ce qui abaisse nos populations de pucerons. Ils ont démontré aussi qu'on avait vraiment un lien fort là, entre la présence des nerfs bruns, je vous rappelle c'était l'autre primaire, et l'explosion des populations. Donc souvent à proximité de ces champs-là, avec du nerf brun, on avait des populations plus élevées. Donc ça, c'est intéressant aussi pour notre compréhension là, au niveau de la gestion. Et des bandes alternées, donc à plus petite échelle, de voir comment de diversifier à l'échelle d'un champ, on peut réduire considérablement les populations de pucerons. Je parle tout de suite de transfert ici parce que je pense qu'il y a eu énormément de choses qui ont été faites, puis beaucoup sur les ennemis naturels. Il y a eu des formations terrain qu'on a fait avec le RAP. Il y a eu des capsules vidéo, des validations de l'outil pour téléphone intelligent, FeedAdvisor. Et je trouve qu'au Québec, on a beaucoup misé sur le rôle des ennemis naturels. On s'est beaucoup attardé sur le fait qu'on voulait que nos producteurs connaissent quels sont les ennemis naturels qu'ils peuvent contrôler. Et ça, je pense que c'est un des éléments importants là, au niveau de la réussite. Le transfert, ça a été quand même tout un volet, je pense, pour ce ravageur-là. Le RAP, vous le connaissez, je n'ai pas besoin de vous le décrire, mais ça fait depuis 2002 qu'il y a 50 sites et plus qui sont suivis au Québec année après année. Donc ça, c'est une banque de données, une mine d'or pour nous de voir ces données-là qui sont prises année après année. Donc pour l'évolution d'une espèce exotique envahissante, là, c'est très intéressant.
C'est aussi des avertissements qui sont faits à toutes les semaines pour s'assurer que les producteurs puissent connaître l'information en temps réel. Et c'est aussi une ressource très importante pour mettre à jour les informations. Donc, il y a des bulletins d'information qui sont toujours remis à jour et je trouve que c'est d'une qualité vraiment exemplaire avec toujours des retours sur les années précédentes et toujours en prenant compte des nouvelles études qui ont été faites. Donc, c'est vraiment un beau véhicule de transfert technologique. J'en passe, mais il y a eu beaucoup de dépliants, documents qui ont été produits là, par le RAP. Le réseau aussi publie les populations, en quoi, c'est quoi les abondances finalement. Puis ce qui est le fun aussi de voir, c'est le retour d'année après année. Puis vous voyez que les populations, vous avez quelques années, là, disons en rouge 2022, vous voyez que c'est arrivé un peu plus hâtivement que certaines années un peu plus tard. Donc ça démontre un peu encore l'aspect un peu fluctuant des populations au niveau de la date d'arrivée et l'importance du RAP aussi parce que dans le fond, ça permet aux producteurs de savoir quand est-ce qu'il doit aller dépister son champ. Donc, c'est vraiment important là, pour les producteurs de pouvoir savoir le moment de dépistage. On parle maintenant du seuil d'intervention. Je pense que c'est important de faire juste un petit retour sur le seuil. Quand ce seuil-là a été développé, ça a été développé par nos collègues américains. Ça a été après ça validé au Québec. Et ça ici, je pense que ça a été aussi une des clés du succès, c'est que le RAP a fait beaucoup de vulgarisation, beaucoup de dissémination de l'information pour comprendre quel était ce seuil. Il y a 2 seuils. On a le seuil d'alerte qui est à 250 pucerons par plan. Et on a le seuil d'intervention, en fait, le seuil économique plutôt, qui est à 674 pucerons par plan. Il y a vraiment une grosse différence, c'est-à-dire qu'à 674, c'est là qu'on va commencer à avoir une rentabilité si on applique un insecticide, mais avant, ce n'est pas rentable. Le seuil de 250, c'est pour permettre aux producteurs de valider qu'il y a vraiment une augmentation des populations et lui laisser le temps de pouvoir faire cette application-là. Donc, c'est pas à 250 qu'on applique, c'est un peu le tampon avant d'appliquer et de prendre la décision avec certains critères qui a été développé avec un bel organigramme. Je vous les lirai pas toutes, mais c'est très bien détaillé sur faut vraiment avoir une augmentation de la population, parce que des fois, on peut arriver dans la courbe descendante de la population. Donc ça, il y a vraiment une sensibilisation qui est faite à ce niveau-là. Et dans les éléments aussi importants dans la prise de décision, les ennemis naturels sont toujours pointés du doigt. Avez-vous des ennemis naturels? Et ça, c'est vraiment important. Donc, dans la boîte à outils, les outils de contrôle qui sont proposés, c'est sûr qu'au Québec, on a beaucoup fait la promotion sur la lutte biologique de conservation. Lutte biologique de conservation, c'est en fait un peu encourager les ennemis naturels qui sont présents dans l'environnement puis s'assurer qu'ils puissent faire leur travail. On le voit souvent avec des aménagements de bandes fleuries, par exemple. Ici, ce n'est qu'en diminuant ou en restreignant l'utilisation des insecticides qu'on permet finalement à ces ennemis naturels-là de s'établir et de faire leur rôle au niveau du contrôle biologique. Il y a d'autres outils qui sont utilisés, mais je dirais que c'est vraiment le principal qui va être mis de l'avant. On a des cultivars résistants qui peuvent plus ou moins bien marcher selon les biotypes qu'on a, mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. Et on a, les traitements insecticides qui arrivent de temps en temps. Des fois, c'est justifié. Et Sage Pesticide est une ressource, évidemment, très pertinente pour les producteurs. On avait aussi démontré l'inefficacité et le fait que ce ne soit pas justifié d'utiliser des néonicotinoïdes dans les cultures de soya. On a fait beaucoup de promotions là, à l'époque avec Geneviève Labrie et moi quand j'étais au Sérum. Donc, on avait vraiment démontré, puis les collègues américains aussi l'ont démontré, c'est que ça ne sert pas à grand-chose d'avoir des néonicotinoïdes parce que la durée d'activité de cette matière active-là, elle va être terminée lorsqu'on va avoir nos populations de pucerons qui vont arriver au champ. Donc, il n'y a pas de justification, finalement, d'utiliser les néonicotinoïdes. Et ça a été quand même bien véhiculé au Québec. Après ça, il faut revenir un peu sur notre stratégie de voir l'efficacité. Donc, c'est intéressant de voir comment ça a fluctué dans le temps puis de voir est-ce que finalement, on a réussi à baisser les populations puis à bien contrôler le puceron du soya. Vous voyez, 2002-2003, ça a été nos premières années, c'était très faible. Après ça, là, c'est là qu'on a eu des explosions de population. 2004-2005, ça a été vraiment des grosses années. Puis après ça, ça oscillait aux 2 ans et ça a quand même diminué. Mais il y a quand même une suite. Ici, 2022-2023,
on a eu en 2022 vraiment un pic plus important. Donc, c'est pas une situation qui est stable. Oui, ça l'a diminué, mais des fois, il peut y avoir des fluctuations. Et c'est là la beauté, je trouve, du réseau qui est tout en place, c'est qu'ils sont très réactifs et très agiles dans leur façon de faire. Ils peuvent tout de suite intervenir. Le groupe est encore formé et il peut pouvoir répondre aux questionnements là, des producteurs. On se questionne toujours à savoir quelle est finalement la raison de cette recrudescence-là du puceron. Est-ce que c'est des migrations importantes qui viennent maintenant des États-Unis, peut-être parce qu'ils ont plus de problématiques au niveau de la gestion de leur côté, ou est-ce qu'on a une meilleure survie hivernale du puceron du soya avec les redoux hivernaux, par exemple? Donc, peut-être qu'on a des bassins de pucerons qui sont là plus tôt en saison au printemps. Ensuite, pourquoi la stratégie de lutte intégrée, elle est différente des États-Unis? Donc ici, je mets quelques pistes de réflexion. Je vous ai dit d'entrée de jeu que le puceron, nous, les premières arrivées, ou disons le pic qu'on va voir du puceron est un petit peu plus tardif. Aux États-Unis, souvent, ça va être un peu plus hâtif. Et donc, c'est peut-être ce qui a encouragé ce secteur-là d'être plus proactif, ou disons d'être plus réactif, je devrais dire, au niveau de l'utilisation des insecticides. Donc, ils ont tout de suite commencé à mettre des insecticides et le fait de mettre des insecticides, c'est certain qu'on n'encourage pas la présence des ennemis naturels et souvent, oui, ils le mentionnent, mais ils ne vont pas faire la promotion, je pense, comme on a pu le faire au Québec. Vous voyez dans le petit graphique de droite, là, j'ai vu des données quand même récentes là, de l'utilisation, le pourcentage de champs qui sont traités avec des insecticides contre le puceron du soya. Minnesota, on est encore entre 30 et 50 des champs. Ici, ça ressemble pas du tout à ça. Là. Des années où on traite pas du tout. Donc, c'est vraiment énorme, je trouve, comme pourcentage de champs qui sont traités avec des insecticides. Il y a une étude intéressante que j'ai vue aussi qui a fait un sondage un peu avec les producteurs puis avec les conseillers pour voir s'ils comprenaient bien le seuil d'alerte de 250 et le seuil d'intervention et quelle est leur stratégie qu'ils utilisent. Et ça m'a un peu troublée de voir qu'il y avait 40 des conseillers qui finalement n'utilisaient plus le seuil d'alerte, n'avaient plus confiance aux 250 pucerons par plan et plutôt recommandaient de traiter à 100 et 150 pucerons par plan par crainte que les populations augmentent trop vite, parce que les producteurs souvent ont énormément de superficie et le temps de traiter toutes ces superficies-là, ils ont peur de se rendre finalement à un niveau trop élevé. Et c'est quand même inquiétant parce qu'à 100 pucerons par plan, des fois, on n'est même pas à des niveaux assez élevés pour attirer des ennemis naturels. Des fois, les coccinelles, ça nous prend du 100, 150 pour qu'on commence à voir les ennemis naturels. Donc, c'est sûr qu'on casse tout de suite la belle dynamique qui pourrait s'installer. Je parle évidemment des cas de résistance. Il y en a eu en 2015. C'est ça. On commence à avoir des problèmes. Donc là, on se questionne là, de qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, puis est-ce que ça s'en vient dans notre cours finalement, éventuellement. Les clés du succès, donc je vais terminer avec ça. Je pense que l'implication des différents acteurs a été vraiment importante pour le puceron du soya. Dès 2002, il y avait les producteurs, il y avait les conseillers, il y avait des chercheurs qui étaient impliqués. Ça a été vraiment un travail collectif qui a été fait. Donc ça, je pense que de mettre tout le monde ensemble là, dans le même bateau, c'est important. Le financement de la recherche, c'est quand même super important. Si on veut pouvoir générer de la connaissance, bien, ça prend un financement. J'ai fait un petit sondage vraiment rapide avec mes collègues que je connais qui ont travaillé sur le puceron du soya. On a à peu près 30 projets qui ont été financés pour le puceron du soya. Donc, à travers les années aussi, ça n'a pas été juste quand il est arrivé, ça s'est échelonné aussi à travers les années. Ça peut paraître pas beaucoup, je trouve, 2 millions d'investis parce que c'est juste des projets sur le puceron du soya. On ne parle pas beaucoup de transferts, ça n'implique pas le financement du RAP, mais quand même, c'est quand même impressionnant de voir qu'avec 2 millions, on est arrivé avec une stratégie gagnante. Donc, c'est à réfléchir. Mais c'est aussi, à travers cette recherche-là, la génération de connaissances et aussi d'expertise. On a 11 étudiants gradués qui ont travaillé sur le puceron du soya et on a formé à travers tout ça plein de conseillers qui se sont joints à l'équipe. La persistance des efforts déployés aussi, là, ça fait 20 ans qu'on travaille sur le puceron de soya, ça fait 20 ans qu'on le suit, donc ça, je pense que c'est vraiment important aussi. Et les observations, les rétrospectives et les adaptations, ce que je vous disais que le RAP faisait d'année après année, les bilans, je pense que ça, c'est vraiment une des clés importantes à retenir. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup.